Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Callisto McNulty, la réalisatrice de La Muraille, qui est actuellement présentée en compétition dans la catégorie long métrage. Callisto, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Ton film La Muraille se déroule dans le sanatorium des Fontilles, en Espagne, où sont soignés des malades de la lèpre. Tu filmes des patients et le personnel qui te racontent leurs souvenirs, mais aussi leur stigmatisation vis-à-vis de cette maladie. C'est d'ailleurs ce qu'indique le titre du film, une muraille qui a été littéralement érigée entre le sanatorium et le reste du monde pour mettre à l'écart les malades de peur d'être contaminés. Dans ton film, tu racontes que tu as découvert ce lieu grâce à des lettres. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse de la muraille ? Alors c'est vrai qu'il y a eu ces lettres qu'un jésuite a écrites au début du XXe siècle et qui était une archive que je trouvais très intéressante parce qu'elle portait, disons, une parole très lointaine, un récit très lointain de ce lieu qui aujourd'hui existe encore mais quand même est en train de disparaître. Mais disons que le point de départ vraiment du projet, c'était un peu avant les lettres. En fait, en 2020, juste après le confinement, j'ai emménagé à Madrid pour une année dans le cadre d'une résidence artistique à la Casa de Velázquez. Et à ce moment-là, en fait, je menais des recherches autour de la lèpre et de son histoire biblique et médiévale. Je trouvais très intéressante dans le contexte aussi de la pandémie qui semble aujourd'hui assez lointaine, mais à l'époque, qui m'avait quand même vraiment marqué d'un point de vue historique, c'est comment est-ce qu'on projette, comment la peur est projetée sur certains corps, sur certaines personnes, et comment on les exclut à la limite de la communauté sociale, quoi. Et en fait, en arrivant à Madrid, j'ai appris l'existence du sanatorium des Fontilles près de Valence. Et j'ai eu envie d'aller à la rencontre de ce territoire. Au tout début, je ne pensais pas qu'il y aurait un film. C'était juste par intérêt pour comprendre un peu ce lieu. Et petit à petit, il y a eu des rencontres décisives. Voilà. Comme on le disait, la muraille existe vraiment et représente un enfermement pour les patients malades de la lèpre qui sont à l'abri des regards, oubliés, aussi voués au silence. Comment tu as recueilli les témoignages des patients ? Est-ce que c'était difficile ? Alors en fait, ça s'est fait en plusieurs temps. Les résidents, les derniers résidents donc, qui vivent là et qui parfois n'ont jamais quitté donc les Fontilles avaient envie de partager leur histoire. Donc il ne s'agissait surtout pas d'aller convaincre des personnes de partager leurs souvenirs, mais plutôt d'aller à la rencontre. Et c'est vrai que la première rencontre qui a été très décisive, parce qu'au tout début, je pensais plutôt faire le portrait du village de l'autre côté de la muraille, le village sain, non malade, qui avait demandé à ce que la muraille soit érigée. Et en fait, j'ai rencontré Mariano au niveau de la muraille un jour où j'attendais qu'une rencontre surgisse. Et Mariano, c'était un des résidents, justement, qui avait 78 ans. Et j'étais là au niveau de l'entrée de la muraille et j'attendais. Et puis à un moment donné, j'entends de la musique flamenco se rapprocher comme ça. Et je vois un homme sur un fauteuil roulant motorisé à vive allure avec un drapeau espagnol flottant au vent et donc un système son portatif avec cette musique flamenco magnifique. Et c'était une vision que je trouvais déjà très forte, très cinématographique et de fierté, de flamboyance, alors que j'imaginais bien que c'était un des résidents, quoi, très âgé. Et c'est à partir de là que je me suis dit qu'il fallait inclure la parole aussi, s'ils en avaient envie, des résidents. Et Mariano a tout de suite eu envie de témoigner. Marie-Carmen, qui est une autre résidente aussi, je pense qu'il y avait un vrai besoin de partager aussi, une envie de leur côté, en fait, de partager quelque chose qui a longtemps été un tabou, mine de rien. Oui. Je vais revenir sur cette scène du fauteuil roulant juste après. J'ai une question avant, justement. À un moment donné, tu filmes une vieille dame au tout début du film, dont j'ai oublié le prénom, mais qui annonce ton arrivée à une autre personne. Et celle-ci, elle ne veut pas être filmée. Donc, certains avaient envie de parler, mais j'imagine que c'était peut-être compliqué au tournage aussi pour d'autres résidents. Exactement. Tout le monde n'avait pas envie de participer. Et ça, d'ailleurs, j'ai voulu le mettre en scène, de le montrer même dans le film. C'est une des premières séquences du film où, effectivement, Marie-Carmen, une des résidentes, qui a 88 ans, qui a une femme très forte comme ça, très fière, qui va frapper à la porte de sa voisine et qui lui demande si elle a envie de venir, quoi, de discuter avec nous.
Et elle lui dit non. Et je trouvais que c'était important aussi de montrer que, oui, effectivement, tout le monde n'avait pas envie, enfin, tout le monde n'était pas prêt aussi. Je pense que ça demande beaucoup de courage aussi de partager cette histoire, parce que pour ces personnes, en tout cas pour Marie-Carmen, Abilio, Mariano, les 3 résidents, c'est, je pense, quelque chose qui a été longtemps tu. Il y a quelque chose de l'ordre de la maladie secrète. Parce qu'en soi, c'est une maladie qui aujourd'hui, un peu comme le VIH, ils sont négatifs, ils ne peuvent pas contaminer d'autres personnes. Et en même temps, c'est porteur d'un tel stigmate qui est presque lié à un héritage, j'ai envie de dire, biblique en fait. La lèpre, c'est la maladie, c'est le châtiment divin en fait. Il y a quelque chose quand même de cet ordre. Et on sent le poids de ce stigmate aussi autour de cette maladie. Ça, je l'ai senti assez fort là-bas. Pour revenir sur la scène dont tu parlais à l'instant, avec donc cet homme en fauteuil roulant, on le voit très bien dans le film. La scène, elle est assez, elle nous fait même presque un peu sortir du film. Elle est hyper étonnante et pleine de vie pour moi. Donc c'est en fait un homme qui se retrouve, qui est en fauteuil roulant, qui accroche un drapeau espagnol à son fauteuil roulant, qui allume une enceinte et qui met du flamenco à fond et qui descend une route sur son fauteuil roulant. Cette scène, qu'est-ce qu'elle représente dans le film? Une forme de liberté? Ouais, je pense que c'est sa liberté. Mariano, je me suis rendu compte assez vite qu'il n'avait pas spécialement envie de raconter son histoire. Ou quand il le faisait d'une manière qui me semblait presque, c'est très étrange, mais un peu formatée, comme s'il me parlait à une journaliste. Et je n'arrivais pas à accéder à une intimité. Et je me suis dit, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Je pense que Mariano, c'est quelqu'un d'assez fier, qui a une certaine excentricité. C'est pas pour moi qu'il a mis le drapeau espagnol et qu'il a mis l'enceinte à fond. Il le fait tout le temps. Il se balade en fait dans le domaine, qui est aujourd'hui un domaine un peu fantomatique, où il n'y a pas un chat dans la rue. Avant, c'était un village peuplé. Aujourd'hui, il y a quasiment personne. Et donc, c'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Et donc, j'avais envie de traduire ça dans le film. Et en fait, on le surnomme la flèche, la flecha. Il a ce petit surnom et je trouve que ça le représente tellement, quoi. Et c'était une manière aussi de nous faire une sorte de visite guidée du domaine, parce que c'est un domaine magnifique en même temps. C'est tout le paradoxe de ce lieu, qui était un lieu de réclusion, de séparation, et en même temps une espèce de paradis, quoi. Quelle est la place du cinéma dans un lieu comme un sanatorium? Eh ben, il y avait un cinéma, en réalité. Même, en fait, de manière très concrète, ils ont construit, je ne sais plus dans quelles années c'était, peut-être dans les années 50, il me semble, un cinéma, parce que c'était une manière d'attirer en fait les villages voisins qui avaient peur en fait de ce lieu, comme c'était le seul ciné, les gens venaient pour voir des films, quoi. Et donc, c'était des moments disons, de cohabitation, de communion entre les résidents malades et les personnes de l'extérieur, quoi. Donc, le cinéma a toujours eu une place pour créer du lien. Et après, voilà, moi, j'en ai fait un film de ce lieu. Et je pense que c'est un lieu aussi qui est tellement chargé d'ambiguïté pour moi. Que c'était aussi matière à projection. Voilà, c'était délicat parce que c'est un film avec une histoire quand même assez lourde, donc il fallait quand même la transmettre de manière juste et en même temps avec douceur. J'avais pas du tout envie de faire un film morbide, pathos sur la maladie, c'était pas du tout mon intention, donc c'était plutôt d'aller trouver des récits intimes puis même le paysage qui est chargé, qui raconte aussi peut-être quelque chose de cette histoire, quoi. Mais c'est aussi en ça que ton film, il est très fin, je trouve, parce quand on parle de la lèpre, on pense tout de suite à l'aspect monstrueux de cette maladie, puisqu'elle déforme les parties du corps, du visage. C'est très bien expliqué dans ton film. On le voit avec un médecin, avec des dessins aussi, voire des caricatures. Est-ce que ton film, il avait aussi pour objectif de lever le tabou et d'apaiser les consciences autour de cette peur? Oui, je pense que effectivement, en fait, même assez vite, on apprend que même quand on est malade de la lèpre, en fait, on a très peu de chances de transmettre cette maladie. Donc cette peur d'être contaminé, que même moi, je pouvais avoir au début, en fait, que n'importe qui pourrait, si on n'est pas bien renseigné, elle est remise en question totalement, parce qu'en fait, la peur est quelque chose de quand même très construit en réalité, et de très fantasmé.
Je pense que le différents personnages, enfin personnes du film, en parlent de ça. Et je crois que comme c'est un film où la parole est quand même un peu au cœur de la dramaturgie, la mémoire orale, parce que c'est un lieu qui est en train de disparaître, avec beaucoup de légendes, de récits intimes, de récits historiques. Ces récits partiront quand ces derniers témoins partiront aussi. Et donc parler, finalement, c'est aussi une manière de faire face au tabou et de ne plus en faire un tabou, tout simplement, non? Enfin, Ton film il parle aussi de tout ce côté mystique. Tu l'as mentionné tout à l'heure avec le village saint, par exemple. On sent vraiment les croyances qui entourent la maladie tout au long du film. Il est même presque question de purification. Tu parlais des très jolis paysages, mais les paysages, je trouve que toutes les scènes de nuit, elles sont quand même à deux doigts de filer des frissons. Quelle est la place du mystique dans La Muraille? je trouve que c'est un lieu qui est vraiment chargé. C'est un territoire qui est chargé. Et d'ailleurs, comme le dit un des personnages du film, qui est un guérisseur, qui lui n'est pas malade, mais qui vit pas très loin du domaine des Fontilles, il m'avait expliqué qu'en fait, c'était une région où pendant très longtemps, les chrétiens, au lendemain de la reconquête espagnole, les chrétiens et les morts vivaient cohabiter. Jusqu'au jour où finalement les morts ont été exclus par les chrétiens et certains assassinés. Et donc c'est une des régions en Espagne où cette cohabitation a perduré le plus longtemps. Et les Fontis seraient construits au pied d'une montagne où un certain nombre de morts se seraient donné la mort en sautant d'une falaise. Donc c'est chargé en fait. Et pour ce guérisseur, alors après on y croit, on n'y croit pas. Mais moi je sens quelque chose dans cet endroit. Il y a des vibrations, il y a quelque chose, il y a une énergie quoi. Et donc je pense que ça se situe à travers ces cycles de l'histoire, mais ça se situe aussi dans ce que, par exemple, Marie-Carmen, pour elle, la foi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui, étant malade, qui l'a aidé aussi, je pense, à traverser la vie, à surmonter les épreuves de la vie. Donc il y a quand même pas mal de personnes que j'ai rencontrées pour qui la spiritualité, qui peut prendre des formes très différentes, que ce soit la religion, le mysticisme, sont forts, quoi. Et donc le film aussi raconte ça, je pense. Tu disais que les Fontilles est en train de devenir un lieu un peu fantôme, mais qu'est-ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui, ce sanatorium? Alors aujourd'hui, c'est un lieu. Donc il y avait eu pas mal de rumeurs autour de quand j'y étais, que je tournais, comme quoi ça deviendrait peut-être une résidence pour personnes âgées assez onéreuses, ou alors des hôtels, parce que c'est quand même un endroit qui est très beau, avec une végétation sublime. Donc voilà, il y a toujours le capitalisme qui peut passer par là et, et briser un peu les projets utopiques. Mais finalement, en fait, j'ai appris là cette année qu'ils ont réhabilité une partie du bâtiment principal en centre pour personnes qui ont des troubles neurologiques, donc de tous âges. Voilà. Donc c'est en train de un peu prendre cette fonction nouvelle. Aussi une question peut-être sur la maladie. La lèpre, est-ce que c'est une maladie qui existe encore aujourd'hui? Moi, je pensais que c'était une maladie qui n'existait plus. Et est-ce que les malades de la lèpre, là tu parlais des derniers patients, est-ce qu'ils en ressortent guéris ou est-ce qu'ils sont condamnés à finir leur vie au Fontilles? C'est une maladie qui existe dans plein de parties du monde, hein, plus pauvres, où il n'y a pas le traitement, où les conditions de vie sont plus dures. Donc, par exemple, dans certains pays d'Afrique ou en Amérique latine, en Amérique du Sud, en Inde, en Europe, c'est éradiqué. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez anachronique avec ce lieu aujourd'hui en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Après, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des personnes qui ont été internées à un moment donné là-bas, soit ont décidé de rester toute leur vie là-bas, ou sont parties, sont sorties quand elles ont guéri, qu'elles étaient négatives, quoi, comme quand on est porteur du VIH et qu'on est négatif. Mais à un âge avancé, ont décidé de revenir seules pour finir leur jour là. Donc il y a quand même une espèce d'attachement quand même presque affectif et identitaire très fort, quoi. Et ça m'interrogeait beaucoup. Comment est-ce qu'on peut être appelé en fait à revenir dans un endroit qui est quand même un lieu de séparation, j'imagine qui a été un lieu de douleur aussi.
mais qui est aussi un refuge. Et je pense que pour beaucoup de personnes, les fontis, c'était un refuge, quoi, aussi. Justement, je trouve que le sanatorium, il est ambigu, tu l'as dit tout à l'heure, mais parce qu'il est à la fois un lieu voilà, qui stigmatise les malades, un lieu fermé, et à la fois c'est un lieu où les malades ils peuvent vivre finalement librement, dignement, où ils sont soignés, en tout cas accompagnés, mais ils sont cachés. Est-ce que c'est un lieu qui avait déjà fait parler de lui avant ton film? C'est un lieu qui était, surtout l'âge d'or du lieu, c'est-à-dire dans les années, 20, 30, 40, 50, où il y avait énormément de monde qui vivait là quand même. Des centaines, des milliers de personnes sont passées par là et donc il y a ces lettres du jésuite qui ponctuent le film que j'interprète, et en fait, ces lettres étaient publiées dans une revue qui, elle, était diffusée à travers l'Espagne. Donc en fait, les Fontis étaient très connus en Espagne. Et d'ailleurs, son fonctionnement reposait sur des dons d'individus, religieux ou non d'ailleurs, qui vivaient parfois dans le nord de l'Espagne, à Bilbao, San Sebastián, enfin à travers l'Espagne, quoi. Donc c'était quand même un lieu qui avait un certain rayonnement dans son projet utopique, avec aussi tout ce que ça peut avoir de... Bah, ça me questionne toujours un peu pour moi, les aumônes, enfin le don, la question du don, la question aussi du paternalisme, quoi. De comment on se construit aussi à travers ça, à travers l'autre, parce que euh, finalement ce jésuite dont certaines lettres sont bouleversantes et que je trouve nous donne une porte d'entrée très importante, je pense, pour comprendre qu'est-ce que c'était que ce lieu à l'époque, parfois sont ultra dérangeantes aussi. Et j'étais pas toujours alignée avec ce qu'il disait, quoi. Il y avait parfois quelque chose de dérangeant dans, par exemple, il va dire que c'était un lieu de grande liberté. Il idéalise totalement ce lieu pour obtenir des soutiens financiers à l'extérieur, parce que c'était des lettres qui avaient une portée politique, quoi. Et donc, cette voix s'entrechoque quand même aussi avec les récits de certains résidents pour qui l'internement adolescent au Fontis était dur, quoi. Parce qu'en fait, en gros, la famille ne venait pas vous rendre visite. C'était impossible de communiquer avec les filles. Les garçons étaient séparés. Donc, si on était hétéro et qu'on avait envie d'avoir une histoire d'amour, c'était impossible. Et donc, certains s'enfuyaient, en fait. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est raconté dans ces lettres, évidemment, puisque elles avaient une autre fonction. Donc là encore, dans le montage, j'ai essayé un petit peu subtilement que ces discours, que ces voix s'entrechoquent un peu. Justement, on entend ces lettres en voix off. On voit aussi des photos d'époque des Fontilles. Et je me demandais, est-ce que aussi pour toi, l'idée de faire un film aux Fontilles, c'était l'idée que Est-ce que pour toi, le cinéma fait mémoire? Ouais. Je pense que ouais, tout à fait. Enfin, pour moi, l'archive est hyper importante. C'est-à-dire tous mes films, je crois, enfin, Delphine et Carole aussi, Insoumise. Bon, Delphine et Carole Insoumise, c'est un film qui est réalisé uniquement à partir d'images d'archives. Mais je pense que, par exemple, dans le cas des Fontis, c'est un lieu qui est presque une archive en soi. C'est-à-dire, c'est un lieu qui va disparaître, qui dans quelques années, quand les derniers résidents seront décédés, parce qu'ils sont âgés, n'existera plus. Il n'aura plus cette fonction, en tout cas, de sanatorium. Et donc, en allant à la rencontre de ces personnes et en recueillant leurs témoignages et leurs récits, c'est une manière de créer une archive aussi. C'est pour ça que c'est important pour moi, la mémoire orale. La mémoire orale, c'est à la fois très personnel, c'est aussi parfois l'imaginaire. Et les lettres, c'est aussi une archive. Et c'est une manière de réunir au sein d'une même œuvre, presque comme une archive à la fois sonore, visuelle d'un lieu qui est bientôt voué à disparaître, quoi. Tu viens justement de mentionner ton premier long métrage, qui est un long métrage féministe, donc Delphine et Carole Insoumise. C'est un hommage à ta grand-mère, Carole Roussopoulos, et à Delphine Seyrig. Est-ce que La Muraille, c'est aussi une continuité pour toi dans cette défense des droits humains? Bah, oui, de la dignité. Je pense que des droits humains, de la liberté d'exister comme on est. Et aussi, je pense, de renverser le stigmate aussi.
Je pense que ça a été un des grands combats féministes aussi de s'emparer, de détourner les clichés, les stéréotypes, de s'emparer, de se libérer quoi, à travers le groupe. Et je pense qu'un lieu comme ça, finalement, comme les Fontis ou des personnes qui ont qui traversent le même stigmate social, qui sont exclus de différentes manières de la société, bah, se retrouvent ensemble à créer une communauté. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une famille. Et je pense que, voilà, je pense qu'après, pour moi, disons que c'est pas un projet politique féministe ou c'est un projet utopique religieux, les Fontis. Donc avec plein de tout ce que ça charrie de paradoxes, donc sur lesquels je m'aligne pas toujours. Mais je crois quand même que une des utopies, c'était d'offrir des conditions de vie dignes à des personnes, à des humains en fait. Donc effectivement, oui, c'est lié aux droits humains. Merci Callisto, merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Je rappelle que ton film La Muraille est en compétition officielle au FIFAM cette année. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur le YouTube du FIFAM et je vous propose qu'on se quitte avec la bande-annonce de La Muraille. Imaginez une jeune personne vivant heureuse avec sa famille, jusqu'au jour où une tache en forme de cicatrice apparaît sur la paume de sa main. Une tache qu'on ne peut pas laver. Une tache qui au contraire grandit. La nouvelle se répand, et aussitôt, tout le monde s'éloigne de cette personne comme si elle était maudite. Elle passe d'un coup dans un autre monde. C'est la mort au cœur de la vie. Un jesuita, viendo el anclaje también, paseando por aquí, vio que en esta zona había mucha lepra y fundó el sanatorio. Venías de aquí, entrabas por la puerta y te olvidabas de salir. Mirabas y veías las paredes, que lo vivían todo. Yo me he pasado toda mi vida disimulando. Me pusieron una tapia con 14 años y esa tapia la llevo encima siempre. Y tengo 88. Yo seré hasta que me muera una leprosa, hasta que me muera. Y después de muerta, ¿te acuerdas de la leprosa aquella? Pues sí. Fontilles es un paraíso, ¿eh? Solo que, claro, no es lo mismo estar sano que en su lugar, ¿no? Pero para ellos fue un refugio enorme. Fue como un oasis, ¿no? En mitad de la nada.